Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de la Belle Télévision et Radio, chères auditrices et chers auditeurs de la Belle Télévision et Radio, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Nous vous remercions une fois de plus de rester fidèles à Parler Politique, l'émission qui parle de démocratie, qui parle de politique, de diplomatie, de la géopolitique, des relations internationales, de la gouvernance, bref, tout ce qui est citoyen dans un pays, et particulièrement en Afrique. Élection présidentielle en Afrique, rendez-vous citoyen ou saison de fracture sociale. Voilà le thème de notre débat de ce soir. L'année 2018 est particulièrement riche en scrutin présidentiel. Mais on se demande pourquoi à chaque scrutin présidentiel, à chaque élection présidentielle, au lieu que ce soit des rendez-vous citoyens où la ferveur ou l'effervescence citoyenne se manifeste, on assiste plutôt à des phases, à des périodes pratiquement de violence pré-électorales ou post-électorales qui enfoncent les pays dans des crises parfois à n'en plus finir, avec sur le carreau des morts, des blessés, voire des emprisonnements. Pourquoi cela? Surtout 60 ans pratiquement après les indépendances et déjà presque 30 ans après le retour de la démocratie en Afrique. On a voulu s'interroger sur cette thématique ce soir à Parler Politique avec des invités que j'aurai l'occasion et le plaisir de vous présenter juste après cette virgule. Une fois de plus, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci de nous être fidèles à Parler Politique. Élection présidentielle en Afrique, rendez-vous citoyen ou saison de fracture sociale. Zimbabwe, Kenya, Mali, Sénégal, Cameroun, RD Congo, Congo-Brazzaville, j'en passe, Gabon, pourquoi pas. Les élections se suivent et se ressemblent à travers les violences qu'elles charrient. Et on se pose la question pourquoi. C'est pourquoi nous avons pensé à Parler Politique, faire venir ici ce soir des spécialistes de la question pour essayer de trouver des éléments de réponse. Et déjà, depuis Paris, et nous l'en remercions, le professeur Fred Eboko, il est politologue et sociologue, il est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à l'Université Paris-Descartes. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et sur ce plateau, nous avons le docteur Bruno Mve-Eban. Il est politologue, il est enseignant à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université Omar Bongo de Libreville. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et avec nous également sur ce plateau, un autre Bruno Mbomé. Il est communicant, expert consultant en organisation stratégique. Bonsoir, monsieur Mbomé. Bonsoir, bonsoir. Je vous dis merci à tous et nous vous disons merci à tous, nous à la Belle Télévision et Radio, pour avoir répondu à notre invitation. Et déjà campons le décor avec 7 éléments de notre rédaction sur la récente élection présidentielle au Zimbabwe. Une convergence de témoignages d'organisations de la société civile fait état maintenant que les élections sont finies au Zimbabwe du retour de la terreur. Selon ces organisations, des hommes en uniforme ont investi des quartiers situés à la périphérie de la ville et réputés être des bastions du MDC pour y mener des opérations punitives entre mardi et mercredi. Dewa Mavinga, directeur pour l'Afrique australe de Human Rights Watch, a expliqué que les personnes se trouvant dans les débits de boissons du quartier Titungwiza ont été passées à tabac sans ménagement. Les clients et les passants n'auraient pas échappé à de belles bastonnades. Des violences qui se sont étendues toujours selon la même source à Kouadzana, autre banlieue ayant voté rouge, le rouge correspondant ici à la couleur de l'opposition. Des proches de l'opposition ont indiqué que ce mercredi, l'ex-ministre des Finances et pilier de l'alliance de l'opposition, Tandé Biti, a franchi la frontière zambienne et se trouverait entre les mains de la police locale. Un autre proche de Nelson Chamisa, leader du MDC, Jim Kunaka, est recherché.
certains membres de sa famille pressés de dire où il se trouve. Autre cible, Morgan Komichi, le président national du parti. Il avait contesté les résultats de la présidentielle à la tribune dressée devant la commission électorale la nuit de la proclamation des résultats. Le rapport du Forum des ONG des droits de l'homme a décompté 124 incidents violents en 5 jours à Harare, comme dans les zones rurales. Voilà. Merci de nous retrouver autour de ce thème de ce soir. Mais une fois de plus, je voulais vous dire merci pour votre disponibilité. Et je commence par corriger. Il s'agit bien de Barry Mbomé, oui, et non de Bruno Mbomé. Peut-être c'est pas j'ai été contaminé par le docteur Bruno Mveban. Et je voudrais commencer par une question simple. Professeur, vous êtes enseignant, mais je me mets à la place d'un de vos étudiants et je voudrais vous demander, poser la question de nous rappeler carrément la place et l'importance de l'élection présidentielle dans une démocratie. C'est bien à moi que vous posez la question. Bien sûr, professeur. Oui, alors ça tombe bien parce que j'ai eu une discussion là-dessus avec mes étudiants de Sciences Po Paris la semaine dernière. Les élections sont un moment extrêmement important sur le continent africain. Il se trouve que notre continent a connu aussi des évolutions un peu chaotiques, mais de plus en plus, il faut rappeler qu'il y a des élections qui se passent dans de très bonnes conditions. On a eu le cas du Bénin, on a eu le cas du Ghana, on a eu le cas du Sénégal, et il faut se méfier des généralisations, même si dans certains pays, on trouve encore des élections qui se déroulent dans un relatif chaos ou dans des violences qui suivent ou qui précèdent les élections, comme vous l'avez dit dans votre petit reportage avant. Les élections présidentielles ont une importance extrêmement importante en Afrique, du fait notamment de la prééminence des exécutifs et de la personnalisation des pouvoirs qui accompagnent ces élections présidentielles en général. Et voilà, merci bien de nous rappeler justement ça, c'est bon à connaître, bon à savoir, et nous n'osons pas du tout généraliser que tout se passe mal partout. Il y a quand même des pays qui se distinguent en la matière, sauf qu'on préférerait être dans cette mouvance où les choses se passent bien que d'être toujours renforcé là où ça ne se passe pas bien. Et je voudrais me tourner vers le docteur Bruno Mveban ici pour vous poser une question. Quand on parle de consultation, on parle souvent de consultation citoyenne, ou de consultation du citoyen. Alors, est-ce que les deux notions disent la même chose? Consultation citoyenne, consultation du citoyen, relativement la même chose, parce que la consultation citoyenne peut ne pas concerner l'élection présidentielle, par exemple. Ça peut concerner toute forme de consultation où on demande l'avis des populations. Dans ce cadre-là, on pourrait y inclure le référendum, par exemple. Mais dès que l'on parle de consultation du citoyen, généralement, on fait référence à l'élection présidentielle parce que c'est le président de la République qui prédestine à l'avenir d'un pays, par exemple. Et la question de savoir pourquoi ça se déroule mal partout, et je vais emboîter le pas au professeur Iboko, c'est de dire que le président de la République est la clé de vote des institutions d'un pays. Et donc, c'est le moment où tous les citoyens d'un pays se retrouvent pour donner son avis sur une politique passée et une orientation vers le futur. Et c'est ce qui explique justement l'exacerbation des tensions. C'est parce que l'on se dit, on a vécu pendant une période avec un personnage politique qui a mené une certaine politique, et maintenant il est question de savoir si on veut changer ou si on veut continuer. Et en réalité, c'est parce que c'est la remise en cause de la souveraineté du citoyen, justement dans la proclamation des résultats, qui peut conduire justement au fait qu'il y ait des mouvements ensuite de rébellion au sein de la population. Justement, vous avez parlé de citoyens, parce que justement, c'est le moment où un citoyen délègue ce qu'il a comme souveraineté à quelqu'un pour prendre en charge le destin commun. Et c'est pour cela que j'ai voulu revenir sur ces notions carrément de base, et je me tournerai vers vous, monsieur Barry Mbomé, pour poser la question de savoir est-ce que les scrutins sous les tropiques
sont simplement une sorte de rituel mécanique, une sorte de vernis de légitimité qu'on met sur notre paysage politique ou notre paysage démocratique, ou alors c'est vraiment une pratique qui se veut intégrer dans la vie des nations africaines? C'est une question fondamentale que vous me posez. Et j'ai tout de go envie de dire que, est-ce que c'est des processus intégrés? Je doute fort. Je doute fort parce que vous posez la question en termes d'organisation et ma modeste personne qui travaille énormément dans ces problématiques d'organisation peut avec beaucoup de distance dire on a l'impression que c'est toujours on va refaire. Il n'y a jamais un canevas qui est là, comme on le dit souvent, une matrice qui sert de support à l'organisation des élections. On a toujours l'impression qu'on revient à la même chose, on ne savait pas qu'il y a eu une élection, on n'a jamais fait des élections, les élections sont toujours quelque chose de nouveau. Donc à la fin, on se demande, tout de go, mais est-ce qu'en réalité, les parties prenantes dans les élections, parce que la question n'est pas simplement vue du côté des organisateurs, chez nous en Afrique, où c'est la plupart du temps, c'est l'État qui organise, ou alors les gouvernements en place qui organisent, mais moi je regarde la chose des deux côtés. On se demande si les parties prenantes sont vraiment conscientes qu'une élection, ça s'organise. Comme on le voit, lorsque vous voulez construire, vous avez du matériel, il y a une architecture, voilà, la question de l'architecturation. Et pour avoir assez souvent accompagné ces processus-là, été avec les hommes politiques, avec des postulants aux élections, on a vraiment, je le dirais, froid au dos en se disant, pour eux, c'est un rodéo à la limite, encore que le rodéo, parfois, c'est assez bien cousu. Non, je dirais sans embâche que, de mon point de vue, c'est vraiment des processus qui portent interrogation. Oui, professeur Eboko, comment réagissez-vous à cette question que j'ai posée? Est-ce qu'on a vraiment véritablement intégré la notion d'élection, et en particulier d'élection présidentielle, sous nos cieux? C'est vrai que vous l'avez dit, dans beaucoup de pays, ça se passe bien, on en convient, mais on continue quand même à se poser si c'est vraiment intégré dans nos habitudes, ou alors on le fait simplement pour faire parce qu'il faut se couvrir, il faut se donner une certaine légitimité. Alors, il ne faut pas que nous confondions les différentes dimensions. Oui. Une élection présidentielle, avec ses problèmes et ses avancées, c'est un symptôme. Les pays où la vie sociale est suffisamment bien organisée et fluide, où on a mis les conditions pour que les peuples sentent qu'une alternance possible n'est pas une catastrophe, comme ça s'est passé au Bénin, au Sénégal, au Ghana et dans bien d'autres pays, ça se passe relativement bien. En fait, une élection présidentielle représente en quelque sorte un symptôme de ce qui se passe dans le pays de manière générale. Et ici, il faut plaider pour le fait que les peuples africains intègrent simplement l'idée de l'alternance politique. Ce qui crispe en fait et qui entraîne des conséquences néfastes pendant les élections est simplement lié au fait que les systèmes politiques eux-mêmes sont relativement rouillés. Mais les pays où on a déjà eu, depuis les années 90, une succession de 3 ou 4 présidents, en général, je dis bien en général, ça se passe relativement bien parce que ces peuples-là ont intégré l'idée qu'un changement de président n'est pas une catastrophe et ça plaide vraiment pour continuer à accentuer les mécanismes qui peuvent mener à des alternances. Tout ce qui vient d'être décrit là par mon collègue précédemment est absolument vrai dans des pays qui eux-mêmes sont déjà absolument crispés par l'idée que l'événement le plus important dans un pays est l'élection présidentielle. Ça ne peut arriver que quand cet événement-là ne représente que le seul moyen de respiration politique, alors qu'il y en a d'autres dans une vie politique pendant un mandat, etc., etc. Donc il faut faire attention à ne pas généraliser, à ne pas penser que toute l'Afrique est dans la même situation. L'Afrique centrale est dans le ventre mou de l'Afrique, mais il y a plein d'autres régions en Afrique où les choses se passent relativement bien. Dans tous les pays, une élection présidentielle représente quand même un moment de tension, ce qui est normal puisque on va changer éventuellement de direction politique, etc. Ça c'est normal. Mais au niveau africain, ce qui se passe, et là où j'insiste vraiment, au risque de me répéter, c'est que l'élection présidentielle n'est qu'un symptôme d'un système politique. Alors, docteur Lebon ? Oui, ils ont plus ou moins déjà tout dit sur la question, mais il faut dire que, pour ajouter ce que le professeur Eboko disait,
c'est que les systèmes politiques crispés qui ont du mal à se renouveler, notamment par un changement à la tête de l'exécutif, se caractérisent généralement par un parti-État qui s'immisce dans toutes les sphères de la vie, non seulement politique, économique et sociale d'un État. Et donc, cette immixtion de ce parti, qu'il devient justement un pays où le parti se confond à l'État, cela se traduit généralement par une difficulté du renouvellement de la classe politique. Et donc, cette difficulté du renouvellement de la classe politique se traduit aussi par une difficulté de changement à la tête de l'exécutif, parce que ce ne sont plus seulement les aspirations des populations qui dictent l'action des politiques, mais ce sont maintenant aussi les aspirations personnelles. Et là, je reviens avec le concept que le professeur utilisait tout à l'heure, c'est la personnalisation du pouvoir en Afrique. Cette personnalisation qui se traduit ensuite par un culte du pouvoir, parce que cela se traduit par le fait que dans toutes les administrations, dans toutes les sphères à l'intérieur de l'État, on ne pense que pour un parti et que pour un seul homme. Et donc, lorsque l'élection présidentielle arrive, on met de côté le désir d'un peuple de vouloir changer les choses et on met en avant la volonté de se perpétuer et de perpétuer un homme au pouvoir. Et c'est pour ça que je pose une fois la question à vous tous, parce que là également, on est dans un schéma où pratiquement le citoyen n'est qu'utilisé, mais on ne pense vraiment plus aux citoyens, alors qu'en réalité, c'est aux citoyens qu'on devrait penser, et quand il vous a confié son mandat, alors vous repartez vers lui pour le renouveler ou non, et il s'attend à ce que si vous a renouvelé, tant mieux, mais les crispations, c'est parce qu'à un certain moment, les gens estiment que leur vote a été confisqué, ou bien les résultats n'ont pas donné exactement. Oui, exactement. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi les appareils politiques, et dans ces appareils, il y a les intellectuels dont les gens éclairés comme vous, n'est-ce pas, qui y sont, et pourquoi ils ne parviennent pas à comprendre que c'est nécessaire l'alternance quand c'est démocratique? Vous savez, excusez-moi une minute, vous savez, avant 1990, pour se maintenir au pouvoir, c'était le parti unique. D'accord? On utilisait le parti unique et la force pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, il y a un nouveau moyen qui est ce qu'on appelle la démocrature de façon globale, qui est de dire on va mettre tous les ingrédients d'une démocratie, on va mettre le pluralisme, la liberté d'expression, la liberté de ce que vous voulez, on met tous les éléments d'une démocratie, mais on fait en sorte de verrouiller un système, c'est-à-dire on verrouille le système de l'alternance. Et cela se traduit par le fait qu'il y a une perpétuation. C'est ce que je vous explique. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Je vais venir à vous tout à l'heure, monsieur Mbomé. Je voudrais remonter vers Paris auprès du professeur Eboko. Vous avez suivi ce que le docteur Weban vient de dire ici. Quelle est votre réaction par rapport à cela, s'il vous plaît? Son propos a été extrêmement clair. Extrêmement clair et précis. Je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un système où tout le système est verrouillé par un appareil autour d'un parti, aujourd'hui qui n'est plus un parti unique, mais qui est un parti dominant, qui a accepté l'idée, comme dans toute l'Afrique, de manière formelle, que la vie politique va aboutir à un moment donné à un point culminant qui s'appelle l'élection présidentielle, et que tout le système est verrouillé, on arrive à un blocage de ces sociétés. Une des solutions serait que on arrête de modifier les constitutions au niveau africain, de telle sorte que chaque président élu sache qu'il a 2 mandats, et que chaque citoyen, et vous en avez parlé, sache qu'il a élu un président pour 2 mandats, et que c'est pour un mandat renouvelable une fois, et que c'est lui qui a le choix. Oui, professeur, c'est très compliqué dans certains pays. Oui, professeur, nous allons venir vers les solutions de sortie de ce genre de trucs. Mais je voudrais revenir d'abord ici sur le plateau pour donner la parole à M. Mbomé. Vous vouliez réagir par rapport à ça, compléter cet échange? Oui, ce que le docteur Bruno disait là tout à l'heure, en termes de verrouillage des appareils, moi je pense qu'il faut revenir de là où nous partons, avant l'arrivée de ces partis. Une grosse part des élites sont sortis d'un certain moule qui a été le moule du parti unique. On donc gardé des réflexes. C'est pour ça, dans mon propos liminaire, je ne voyais pas la question d'un seul
camp, du point de vue d'un seul camp. Je regardais les deux camps qui sont en présence généralement, dit la plupart du temps de l'opposition, même si à l'intérieur de cette opposition, il y a une multiplication des oppositions, mais prenons-le comme ça systémiquement. Il y a donc les deux camps qui sont en présence. Mais la force des choses fait que les gens sont venus des partis uniques, ont gardé un certain nombre de réflexes. Ce qui fait donc qu'à l'intérieur de leur propre camp également, il y a une sorte de verrouillage qui se fait et on n'a pas donc cette confrontation pacifique qui devrait se faire en réalité, parce que chacun dans son parti veut garder la primauté, la primeur par rapport aux membres du parti. Ça fait donc qu'en face, en fait, on reproduit deux systèmes qui se regardent et qui se font la même chose. Et vous êtes donc d'accord avec moi que avec ce que vous venez de dessiner, d'esquisser là, le citoyen lambda, c'est celui qui est mal parti. Absolument. C'est-à-dire celui qui devrait être heureux, n'est-ce pas, dans son milieu, de manière à se donner les dirigeants qu'il veut bien, n'est-ce pas, de façon démocratique. Alors il se trouve pris au piège. Au piège, tout à fait. C'est là que je voulais en venir. Alors nous allons poursuivre cette discussion, mais je voudrais vous proposer ce deuxième élément de notre rédaction pour essayer de rafraîchir encore nos mémoires par rapport à ce qui se passe sous nos cieux relativement à ce processus d'élection présidentielle. Suivons cet élément tout d'abord, s'il vous plaît. Ils sont 81 personnalités sénégalaises candidates à la candidature à la présidentielle du 24 février 2019. Mais l'avant-liste provisoire ne sera connue que dans 4 mois, à l'issue de la campagne de collecte des parrainages qui a débuté lundi 27 août. Selon la nouvelle loi électorale adoptée malgré la forte opposition à l'Assemblée nationale et dans les rues, tout candidat à l'élection présidentielle doit se faire parrainer par 0,8% du corps électoral dans au moins la moitié des 14 régions du pays, soit environ 53 000 signatures. Pour les autorités, cette loi permet de faire progresser la démocratie en barrant la route aux candidats fantaisistes. La mesure vise aussi à réduire les frais liés à l'organisation du scrutin présidentiel tout en améliorant la lisibilité des listes électorales, soutiennent les autorités. En marge du démarrage officiel de la présente phase du processus électoral, le ministre sénégalais de l'Intérieur a convoqué une réunion à laquelle étaient conviés les partis politiques d'opposition. Certains ont purement et simplement ignoré la rencontre, d'autres ont pris part, estimant que les parrainages ayant été imposés comme une pièce de la candidature, il ne reste plus qu'à aller les chercher pour ne pas courir le risque d'une invalidation précoce. Lors du vote de cette loi très controversée en avril dernier, Ismaïla Madior Fall, le ministre sénégalais de la Justice, avait soutenu qu'aucune démocratie n'organise une élection présidentielle sans filtrage. Quand on gouverne, on cherche à éviter ce qui bloque le système. Je vous retrouve sur ce plateau. Je voudrais rappeler que nous avons évolué dans un premier temps sous le sous-thème place du citoyen et importance du scrutin dans l'élection présidentielle en démocratie. Et je pense qu'on peut tirer globalement la conclusion que véritablement le citoyen est quelque peu plus au piège de la démocratie, formule africaine aujourd'hui. Alors nous abordons le deuxième sous-thème qui est source de crispation politique et de crise électorale. Et je voudrais après cet élément vous poser la question suivante. Pourquoi et sur quoi on devrait pouvoir s'appuyer vraiment véritablement dans une démocratie sur les textes, les lois, les règlements, ou sur les institutions, ou alors sur les hommes. Sur quoi on doit véritablement s'appuyer pour avoir une bonne démocratie? Qu'est-ce qui est prioritaire dans tous ces éléments? Je voudrais remonter vers vous, professeur Eboko. Le cœur d'une vie politique stable, ce sont des institutions qui sont stables et fortes et qui survivent aux hommes. Ce qui est en train de se passer au Sénégal est assez curieux parce que le Sénégal avait un système politique qui faisait en sorte que les citoyens sénégalais avaient la conviction réelle et avérée que c'est eux qui choisissaient leurs dirigeants. Avec la modification du code électoral et qui impose ces parrainages, on assiste à une situation qui est quand même assez ambiguë dans la mesure où depuis les années 2000, les Sénégalais ont pu changer de président avec le mode électoral qui existait. Maintenant, à leur décharge,
il arrive assez souvent dans l'ensemble des pays africains qu'il y ait une foultitude de candidats aux élections présidentielles. Et l'idée de Ismaïla Madior Fall, notamment le ministre de la Justice, était d'essayer de diminuer un peu le nombre de candidats fantaisistes. Mais il faut trouver un équilibre. Pour répondre à votre question concrètement, l'Afrique n'a pas besoin de Messie. L'Afrique a des femmes et des hommes suffisamment forts pour diriger, mais il faut d'abord à la base des institutions qui sont fortes et stables. L'idée de changer aussi souvent les lois électorales, les constitutions, les règlements est une source de fragilisation et de vulnérabilité des systèmes politiques africains. Ce n'est absolument pas possible que d'une législature à l'autre, on change constamment de règlement, de loi et de code électoraux. Ce n'est pas possible. Oui, Jean Blanche, là-dessus, il vient d'être assez clair. C'est assez curieux. Si on reprend l'exemple du Sénégal, je pense qu'on n'a pas besoin de sortir de Sciences Po pour dire qu'en regardant, on va droit vers le mur, comme on dit généralement. On ne peut pas comprendre, parce que l'argument éculé de dire il y a une myriade de candidats me paraît assez amusante, parce que c'est dire qu'en somme, les populations et les peuples ne sont pas matures. Les populations sont matures. Et alors, que dirait-on quand il y a 11-12 candidats en France? On dira c'est la fin du monde? Non, je pense qu'il faut laisser les gens aller à la candidature, aller à l'élection, poser leur candidature, le peuple fera le reste. Et je puis m'appuyer sur des exemples concrets de participation à ces joutes électorales de près, parce que conseiller souvent, comme vous le savez de par mon métier, d'un certain nombre de candidats, que les populations sont tout à fait éclairées pour choisir. Nos populations sont déjà, à l'opposé de ce qu'on pense d'ailleurs, nos populations sont très en avance sur les partis politiques. On partage nos petits savoirs et nos petites expériences. Au cours d'une élection quelque part en Afrique centrale, je faisais un schéma où je montrais l'évolution des mentalités des populations par rapport aux hommes politiques. Depuis 1990, ils n'avaient jamais imaginé qu'ils étaient tant en retard. Quand vous prenez cette courbe, vous vous rendez compte que les populations évoluent à la vitesse de la lumière, pendant que nos populations, pour ne pas parler de mathématiques, je simplifie, pendant que nos hommes politiques sont encore, je dirais, à l'âge de la pierre taillée. Et un politique me demandait, oui, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons plus à manipuler les populations? Je leur dis, mais vous avez devant vous la courbe qui vous montre qu'ils sont très en avance. Et ils me demandaient pourquoi. Je dis, les satellites, les rencontres interafricaines, les gens bougent aujourd'hui, les Africains vont partout, ils ont vu d'autres architectures dans le monde, et ils sont donc conscients qu'ils ont avec eux, n'est-ce pas, la légitimité de pouvoir changer les populations quand ils veulent. Donc, de mon point de vue, changer toutes les fois les législations, on n'a pas besoin d'artifice. Si vous laissez aujourd'hui nos populations en leur disant, voici les candidats du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, ils sont capables de faire la différence eux-mêmes. Docteur Liban? Oui, j'ai un professeur à Lyon 3 qui disait ceci, c'est que la Constitution est ce qu'est la Bible aux chrétiens pour un État. La Bible ne bouge pas, elle ne change pas. Depuis qu'elle a été écrite la première fois, on n'a jamais ajouté autre chose. Donc c'était pour dire que les hommes passent, mais la Bible reste. C'est-à-dire donc la Constitution, elle reste, elle ne bouge pas. Du moment où elle fonctionne, on n'a pas besoin à chaque fois de la modifier. Enfin, la modification d'une constitution est intrinsèque à tous les chefs d'État, que l'on soit au Gabon ou aux États-Unis, ça c'est clair. Mais il y a des éléments clés d'une constitution qui ne bougent jamais, comme par exemple le mode de scrutin, le nombre de mandats, etc., etc. Et donc, c'est cette habitude qui ne bouge jamais. Pourquoi? Ça peut pas quand même pas être figé totalement. On peut comprendre que ça ne bouge pas souvent, mais est-ce que ça devrait rester figé comme... Je veux dire, quand ça fonctionne, je vais vous dire quelque chose. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la limitation des mandats en France n'intervient qu'avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, quand le général de Gaulle introduit la Ve République, il n'introduit pas de limitation des mandats. La limitation des mandats arrive seulement
après le président américain de la Seconde Guerre mondiale, Franklin Roosevelt. Or, les États-Unis avaient déjà 200 ans d'histoire présidentielle, c'est-à-dire tous les présidents aux États-Unis savaient que c'était devenu une habitude politique de dire on ne fait que 2 mandats. Or, ils avaient la possibilité d'en faire un 3e, un 4e, comme l'a fait Franklin Roosevelt. C'est une période particulière, les États-Unis étaient en état de guerre. C'est-à-dire, l'alternance, c'est de dire qu'on fait une chose aujourd'hui et autre chose demain. Et c'est comme cela qu'un État se nourrit de nouvelles idées, parce que ce qui se passe, c'est que dans un régime politique pluridécennal, donc à plusieurs décennies, on arrive à un niveau où on n'a plus de nouvelles idées, vu qu'on est incapable de se renouveler. C'est là que se situe le réel problème. Ce n'est pas tant que l'homme au pouvoir n'a pas fait de bonnes études, qu'il n'est pas compétent, mais c'est le fait d'être dans un système bloqué, et donc cette incapacité à se renouveler conduit à des désastres politiques et économiques. Tout simplement. Je voudrais quand même introduire une autre question. Il y a 2 originalités, n'est-ce pas, organisationnelles qui ont fait leur apparition dans les paysages politiques africains, à savoir les commissions électorales indépendantes, à savoir les observateurs nationaux et internationaux. Alors, quelle est votre lecture de ces 2 institutions qui sont invitées dans la gestion de la démocratie en Afrique et qu'on ne retrouve pas dans les pays développés? Nous tous on parle de démocratie. Pourquoi c'est en Afrique et c'est pas alors que nous parlons de démocratie? Professeur, je commence par vous, s'il vous plaît. Dans la continuité de ce que vient de dire mon collègue, on a fait 200 ans sans changer la constitution américaine. On a fait plusieurs décennies sans changer la constitution française. Il faut vous rendre compte que le retour au pluralisme, à la libéralisation politique en Afrique date de 1990, avec des régimes dont la majorité ne voulait absolument pas changer. D'où le fait qu'on ait proposé des commissions nationales électorales plus ou moins indépendantes, qui le sont assez rarement indépendantes. Mais ce qui est important de dire, c'est que le travail qui est en train d'être fait, le travail qui doit être fait, doit être un travail où, et là j'insiste beaucoup sur ce qu'ont dit mes 2 collègues, l'idée de l'alternance doit être intégrée à l'intérieur de chaque pays. L'idée que après 1 ou 2 mandats, on arrête, on passe le relais. On peut passer le relais à quelqu'un que le peuple va choisir à l'intérieur du même parti. Mais il faut que les responsables politiques africains prennent conscience de la maturité aussi des peuples africains. Et un de mes collègues me disait tout à l'heure ici, c'est d'une importance capitale, faire confiance et leur laisser le droit et la possibilité de choisir qui ils veulent. C'est que ces commissions-là dont vous avez parlé, parfois elles sont absolument factices, elles dépendent complètement du pouvoir exécutif. Au Cameroun, par exemple, ces commissions-là, leurs principaux dirigeants sont nommés par l'exécutif. Donc l'indépendance est vraiment absolument théorique. Et si vous faites confiance au peuple et que vous voyez aussi que dans certains pays, comme ça s'est passé au Sénégal ou au Burkina Faso, il arrive que les citoyens se lèvent et imposent à un moment donné au pouvoir politique d'écouter leur voix. Ça ne peut pas arriver partout et tout le temps. Donc, évidemment, on est dans un espace qui est un peu flou et dans un mécanisme qui est changeant, mais il faut qu'on arrive à accepter l'idée qu'une alternance, ce n'est pas une catastrophe a priori. Et les gens s'accrochent au pouvoir avec le réflexe dont mon collègue a parlé tout à l'heure, les anciens réflexes de parti unique. Et c'est ça qu'il faut combattre. Mais depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de l'influence des puissances étrangères qui vont s'immiscer dans le jeu des vies politiques africaines et qui vont parfois leur proposer, contrairement à ce qu'on pense. Parfois, ça arrive que ce soit un État extérieur qui suscite le changement de constitution pour garder un de leurs alliés à la tête de l'État africain. Alors, c'est ce qui me pousse à rebondir sur cette question, sur ce que vous venez de dire justement. Est-ce que ce n'est pas l'aveu que véritablement les pays africains, tout au moins au sud du Sahara, et je pense même des pays africains, tout au moins une bonne partie, ne sont pas suffisamment mûrs pour la démocratie? Il y a une interview, je crois, si je me rappelle bien, que le président Idriss Déby a accordée il y a quelques années à France 24, où il disait qu'en 2006, il était prêt à partir. Enfin, c'est une interview qui est passée inaperçue, mais où il était prêt à partir, et c'est la France qui lui avait demandé de rester.
il était en train d'organiser les élections, il essayait d'organiser sa succession, et la France lui a dit qu'il ne pouvait pas partir vu que la situation au Tchad, la situation géopolitique ne le permettait pas, et donc il s'est maintenu au pouvoir jusqu'alors, et ça va faire 12 ans. Donc c'est pour dire que au-delà de l'argument selon lequel il y a les chefs d'État africains qui se maintiennent d'eux-mêmes au pouvoir, mais il faut dire que parfois ils sont aussi incités par les anciennes puissances coloniales. Ça veut simplement dire que ce soit de façon globale ou individuelle, ça veut dire qu'il manque la maturité quelque part. Parce que vous avez pris le cas du président Déby. Moi, je voudrais également prendre le cas du président Kagame. Les Américains ont voulu, lui ont demandé de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Il a refusé. Donc là également, il a dit non, c'est le peuple qui choisit. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais il a résisté. Donc c'est pour dire que là également, est-ce que quand je parle de maturité, c'est pas simplement la collectivité, mais c'est ceux qui dirigent, parce que c'est à travers eux que nous mesurons notre propre démocratie. Alors pourquoi donc ne pas se dire que non, vraiment, ça suffit comme ça, il faut organiser des élections transparentes, indépendamment de ces pressions. Je sais qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais enfin, le problème se pose toujours. Monsieur Mbomé. Oui, c'est assez intéressant comme débat et comme question de fond, parce qu'en réalité, il faut se rendre compte que ça touche les intérêts personnels. C'est d'abord une question intérieure. Quand vous n'avez pas préparé votre sortie, quand toute votre vie, vous pensez que vous êtes le centre du monde, il devient difficile quand en plus vous avez le pouvoir de pouvoir le lâcher. Vous connaissez, personne, tous les Africains savent. Pendant le parti unique, combien de mots il y avait? Le grand timonier, le grand visionnaire, le grand... Je ne sais pas, les mots étaient tellement... Ça résume toute la logique que les peuples eux-mêmes ont intégré. Parce que vous parlez là de l'appareil politique immédiat. Mais ces personnes qui sont autour des chefs d'État et autres qui maîtrisent l'appareil de l'État, ils ont les mêmes réflexes. Parce qu'ils vivent de ces systèmes-là. Il leur devient donc difficile de pouvoir encourager le système à se déliter ou à partir. C'est eux qui disent parfois au chef de l'État, non, tu n'es pas vieux, tu as encore des choses à faire, etc. Parce que la marmite bout à côté d'eux, ils n'ont pas d'intérêt. Mais si vous prenez le reste du peuple, vous comprenez aujourd'hui, quand vous regardez, vous marchez à travers l'Afrique, qu'il y a une évolution. On ne peut pas dire que les Africains d'aujourd'hui sont encore ceux de 1900 longtemps. Il y a une prise de conscience énorme. Et donc, moi, je ne m'inscris pas dans une logique qui consisterait à dire les Africains ne sont pas encore matures pour la démocratie, etc. Même avec les influences extérieures, nos populations le savent. Avant, on pensait que c'était une machination qu'on ne comprenait pas, mais je puis, moi, dire dans la modeste observation que j'ai, que les populations perçoivent très bien ces jeux d'alliance, et souvent ils vous disent, mais on sait que c'est la France que vous... On vient à la France parce que c'est d'elle qu'on parle assez souvent, ou les États-Unis ou l'Angleterre pour la partie anglophone du continent. Ils vous disent, normalement, nous savons ce qui se trame, mais nous on va s'opposer. Et je pense qu'on a regardé depuis les années 2000, quand on regarde, on fait une radioscopie de ce qui se fait dans les foules pendant les élections présidentielles, c'est clair que les populations perçoivent bien que les pays, les ingérences étrangères jouent souvent, et parfois ils le disent. Vous avez vu les pancartes, je ne vous fais pas regarder la direction dans laquelle je regarde, mais à travers l'Afrique, vous voyez des pancartes qui fleurissent en disant la France ou tel pays, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de cette ingérence. Mais le problème qui se pose, c'est que, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, les appareils sont verrouillés de l'intérieur, et les leviers du pouvoir sont préparés à l'avance pour résister à la prise j'allais dire de la Bastille, puisqu'on parle de la France. Les leviers de pouvoir sont préparés à l'avance. Comment pouvez-vous expliquer, et je vais terminer par là, chuter par là, qu'on sait qu'il y a des élections dans 2 ans? On sait qu'il y a des élections calendaires, et etc. 3 mois avant les élections, personne ne sait ce qui va se passer. C'est à 1 mois qu'on commence à vous dire, oui, on va acheter les urnes, on est en train de réfléchir, Comment on peut expliquer cela? Sinon que par un désir de verrouiller et de mettre les gens pratiquement hors jeu au moment où la campagne est ouverte. Bon, voilà. Alors, donc, nous allons entamer la dernière ligne droite de notre entretien de ce soir. Ce sera le thème sur comment parvenir ou tendre, n'est-ce pas, vers des élections présidentielles apaisées partout en Afrique, pas seulement dans quelques pays. Mais avant d'arriver à ces derniers volets de notre échange de ce soir, je voudrais vous proposer ce dernier élément. C'est un reportage de nos confrères de Malinet, et ça se passe au Mali.
Le régime qui ose vouloir nous diriger et nous représenter n'a plus aucune légitimité. N'a plus aucune légitimité à compter de ce jour, à compter d'aujourd'hui. Oui, à compter de ce jour, je le dis haut et fort. Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus notre président. Il n'est plus que le chef d'un clan. Il n'est plus que le chef d'un clan qui s'accroche au pouvoir par la corruption, la fraude et la violence. Cette investiture que nous a imposée aujourd'hui n'est en réalité qu'une imposture. Les mensonges du gouvernement et le déni de justice de la Cour constitutionnelle finiront par éclater au grand jour et seront alors couverts de honte devant notre peuple, devant l'Afrique et devant le monde. Significatif, crise préélectorale, crise post-électorale, parfois même pendant le scrutin, il y a des situations de violence, de crispation. Alors, est-ce que ces situations se justifient? Que même après un verdict, finalement, on ne puisse pas, au nom, disons, je pourrais dire, ce que les institutions ont donné comme résultat définitif, qu'on puisse s'en contenter et voir pour le futur. Professeur, comment vous pouvez réagir, comment vous comprenez ces situations? Depuis récemment, seulement des élections pluralistes et concurrentielles expliquent aussi une partie de ce problème. Et c'est corrélé au fait qu'on a des pays qui sont relativement fragiles. Mon collègue a donné tout à l'heure un exemple qui était tout à fait frappant de cette vidéo qui a circulé sur le Tchad. Le Tchad, depuis la mort de Tombalbaye, est plongé dans une fragilité politique qui peut expliquer ce qui est arrivé à Idriss Déby. Expliquer qu'à un moment donné, il a voulu partir, mais que l'intérêt d'un pays tiers, en l'occurrence la France, a fait qu'il soit resté. Mais quand vous comparez avec les autres pays africains, vous vous rendez compte que mon fragile, qu'il est plus stable, ces influences-là ne vont pas avoir lieu. Ou alors, si elles ont lieu, elles vont avoir une influence beaucoup moins grave. Et c'est comme ça que l'exemple de Kagame a été donné. Mais si, avec le temps, en tout cas c'est mon point de vue, va diminuer avec la stabilité des institutions. Les dernières élections au Sénégal, quand le président le pouvoir, n'ont donné lieu à aucune forme de contestation. Le président Ouad avait le président Macron. En le félicitant. Ça Bénin, et ça arrivait de la même manière au Ghana. Et je pense que les pays africains ne sont pas tous au même niveau et que les États fragiles sont les plus susceptibles d'être influencés par la pression de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Donc nous sommes dans une situation au niveau africain qui est relativement plurielle. Mais là où je suis absolument d'accord avec mes deux collègues, c'est que les peuples africains sont mûrs pour choisir leurs dirigeants, pour accepter l'alternance. Et ça, c'est une donnée qui est absolument capitale et qui est fragilisée par des gens qui veulent s'éterniser au pouvoir, comme c'est le cas par exemple au Cameroun. Docteur, bon. Une élection n'est totalement efficace. C'est-à-dire que même dans les pays développés, il y a eu des contestations électorales. On s'en rappelle, en 2000, entre le président Bush et Dick Cheney, où il fallait recompter les voix en Floride. On était en suspens, on ne savait pas comment il était élu. Au final, le président Bush a été élu. Sans violence. A été élu, je crois, avec un écart de 500 voix, si je me rappelle bien. Mais oui, c'est clair que les violences post-électorales, en fait, on observe beaucoup plus ce phénomène dans des pays où c'est le même parti
qui se réinvente à chaque fois après les élections. C'est une question de processus, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut expliquer aux populations africaines, c'est de dire que la démocratie est un processus, ça s'apprend, c'est un apprentissage quotidien. Et donc, il est évident que la surmédiatisation... Vous êtes en train de revenir sur la notion vulgarisée selon laquelle sont très jeunes en démocratie, il faudra 200 ans avant d'atteindre... Non, c'est pour dire que c'est très difficile pour qu'il n'y ait pas de violence post-électorale dans plusieurs pays africains. C'est ce que je veux dire. C'est parce que, en fait, en réalité, ce sont les fraudes électorales qui expliquent les violences post-électorales. Mais malheureusement, quand on regarde les élections dans tous ces pays-là, moi je voudrais pas dire que ça se passe forcément bien, là où les partis uniques sont partis, pas du tout. Souvent c'est le fait que les décideurs qui sont au pouvoir au moment M où il y a des élections essayent de tripatouiller pour rester. Même quand ils ont été eux-mêmes, ils sont arrivés au pouvoir par un jeu alternatif assez ouvert, quand ils s'installent, ils veulent rester. Et ils jouent sur quoi? Ils jouent donc sur l'appareil de pilotage de l'organisation des élections. Et c'est là qu'il y a la problématique majeure. Il faut, de mon point de vue, regarder à partir de maintenant comment on organise nos élections dans l'aspect organisationnel. Vous avez amorcé là pratiquement la conclusion, la partie conclusive de notre entretien de ce soir. Et je voudrais remonter à Paris pour demander au professeur Fred Eboko comment s'en sortir véritablement. Dans ce qu'on vient de dire, il y a une idée qui est celle de dialogue, qui est extrêmement importante. Dans une démocratie apaisée, l'opposition et la majorité au pouvoir peuvent avoir des confrontations plus ou moins dures, mais dans le plus grand respect des institutions. Je pense à l'exemple qui s'était passé au Bénin avec Kérékou qui était resté au pouvoir pendant des années, qui a accepté les résultats des élections alors que lui-même il était un ancien dirigeant du parti unique. Au moment où il a accepté l'élection majoritaire de Nicéphore Songlo, il a rendu un grand service aux Béninois parce qu'il leur a montré qu'il peut avoir une vie après le pouvoir, alors que lui-même, paradoxalement, avait été un dirigeant de parti unique. Et à partir de ce moment-là, les Béninois se sont rendus compte qu'ils pouvaient eux-mêmes choisir leurs dirigeants de manière libre et démocratique. Et Kérékou avait été réélu après. Et ça a enclenché une dynamique au Bénin qui était tout à fait favorable et qui se concrétise aujourd'hui avec le magistère du président Talon. Quand on regarde le Sénégal, ce qui est en train de se passer au Sénégal, je suis d'accord avec mes collègues, est relativement dangereux. Mais la petite nuance que j'apporterai, c'est que l'opposition sénégalaise n'est pas en train d'attendre les élections pour manifester. Elle a déjà commencé à... On l'a dit tout à l'heure dans le reportage que vous nous avez passé, mais il y a beaucoup de partis de l'opposition, beaucoup de futurs candidats qui refusent de se plier aux règles qui ont été proposées au président Macky Sall par le ministre. Parce que c'est essentiel de manifester aussi son désaccord, que ce soit les partis politiques ou la population civile. Et la société civile sénégalaise est particulièrement dynamique en ce qui concerne la gestion de l'État et notamment des élections. Donc la résistance des Sénégalais a déjà commencé. Moi, je voudrais finir par là, que cette mobilisation n'attend pas toujours. Oui, mais merci bien, professeur. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour le dernier mot conclusif. Docteur Eban. Pour moi, c'est... Comment s'en sortir? Quel est le conseil? Quel est le remède miracle? Il n'y a pas de remède miracle, il y a une dynamique de remèdes qui vont ensemble, il faut utiliser un certain nombre d'instruments qui iraient ensemble pour régler le problème, mais le premier problème à régler, justement, c'est, je pense que la première des solutions, au-delà des institutions, la première des solutions pour moi, c'est l'alternance. Mais pour aboutir à cette alternance, justement, il faut qu'il y ait des institutions fortes. Et des institutions fortes, mais fortes, ça veut dire indépendantes du pouvoir exécutif. C'est cela. Et donc, c'est seulement quand on aboutira, pour moi, à ces institutions fortes, surtout celles en charge d'organiser les élections, surtout celles-là, quand on aboutira à cela, eh ben, vous constaterez qu'il y aura de moins en moins de contestation électorale. Et
dès qu'il y a alternance, généralement, dès la première fois qu'il y a alternance, après, généralement, ça se déroule bien. Les pays où il y a encore une répression post-électorale, ce sont généralement les pays où le parti au pouvoir présent, généralement, depuis les indépendances, n'est jamais tombé. Alors, donc, mais je pense qu'également, on ne peut pas totalement exonérer la population qui elle-même doit être suffisamment éduquée pour comprendre que... votre dernier mot pour ce débat, comment s'en sortir, comment compléter ce que le docteur Ebam a dit? Oui, je partagerai ce que les uns et les autres ont dit, mes collègues sur le plateau ont dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un acteur qu'il faut également regarder de pacification qui est important, qu'on ne regarde pas assez souvent, c'est nos forces armées. C'est nos forces armées qu'il faut rapidement, je dirais, transformer en des outils de démocratie. Parce que la plupart du temps, elles sont inféodées, elles aussi, alors qu'on sait que traditionnellement, les militaires sont apolitiques. Ces forces armées-là Sauf que le chef de l'État est toujours le chef suprême des forces armées qui donne des ordres. C'est vrai qu'on dira... le militaire est là pour obéir, voilà, pas pour discuter. Pas pour discuter. C'est vrai qu'on dira que dans certains pays, l'armée a su se montrer suffisamment républicaine, mais c'est marginal. Je pense qu'il faut faire un travail au niveau de nos forces armées, et c'est ici le lieu d'appeler à nos amis de l'Occident, donneurs de leçons assez souvent, de regarder, de faire des programmes d'assistance à nos forces armées dans le cadre de la démocratisation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque les chefs d'État en place sentent le terrain dérobé sous les pieds, ils font appel à l'armée. Or, s'il n'y avait pas souvent l'armée, les populations, cette indépendance des populations se manifesterait. Pas toujours dans l'angle violent comme on pense. Nous, on a vu des cas où la population avait tout le crédit de pouvoir faire de la violence, mais c'est arrêté. Donc, si les forces armées deviennent de plus en plus républicaines, on aura là un semblant de solution. Et la deuxième chose sur laquelle je regarderai, c'est de dire que nous avons un autre acteur qu'on nous a appelé les cours constitutionnels. Chaque pays a une dénomination qui sont aussi, n'est-ce pas, un petit verre dans le fruit parfois, qui jouent un jeu assez trouble. Je pense qu'à ce niveau également, il faut que ces censeurs des élections-là puissent apprendre à être de plus en plus républicains et à ne pas toujours faire pencher la balance qui devrait être assez équilibrée. Professeur Eboko, votre dernier mot pour ce soir, pour sortir définitivement, je vous le concède, vous êtes notre invité spécial depuis Paris. Merci beaucoup. Je salue vraiment mes deux collègues pour leurs brillantes interventions. Ce que je voulais dire, c'est qu'entre deux élections, il faut pouvoir faire vivre la vie politique à travers des débats qui vont concerner tous les partis politiques. Ne pas attendre les élections pour faire une offre politique plurielle au pays, de telle sorte que nos parlements soient aussi relativement équilibrés et qu'il n'y ait pas un parti qui domine complètement la vie d'un pays. Les parlements sont des institutions extrêmement importantes pour réguler et rééquilibrer les rapports de force à l'intérieur des pays, de telle sorte qu'on sorte petit à petit de la trop forte personnalisation du pouvoir exécutif sur le continent africain. Merci bien, professeur Fred Eboko, depuis Paris. Merci pour votre disponibilité. Merci, docteur Bruno Mveban. Merci pour votre disponibilité habituelle. Barry Mbomé. Merci bien d'être toujours là. Nous allons retenir, en définitive, je pense, deux mots essentiels, que quelque part, le citoyen est libre, mais quelque part, sa victoire ou bien sa souveraineté est quelque peu confisquée par les appareils politiciens. Mais l'autre chose également, qu'il nous faut des institutions fortes pour que véritablement la démocratie puisse évoluer et totalement s'intégrer dans nos surfaces en Afrique en particulier et de façon générale, qu'il y ait le dialogue, que les acteurs politiques puissent dialoguer et que tout le monde puisse entrer à la vraie école de la démocratie. Je pense que chacun doit jouer sa partition quelque part, mais en particulier, il nous faut véritablement des institutions fortes. Voici la principale leçon que je pense que les panélistes vous ont proposée ici ce soir. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chères auditrices et chers auditeurs de la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine internationale, nous vous disons merci de rester fidèles à nos programmes et surtout de rester fidèles à Parler Politique, votre émission d'échange et de débat citoyen. Au revoir et à bientôt.